Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Les Indiscrets, votre rendez-vous hebdomadaire sur le média porté par Niels Wilke qui nous raconte les coulisses de la politique française de manière à la fois informée et incisive. Cette émission existe grâce à vous, notre communauté. Si vous souhaitez nous aider à continuer, vous pouvez nous soutenir en souscrivant un abonnement ou en faisant un don mensualisé sur lemediatv.fr/soutien. Votre engagement fait la différence, alors n'hésitez plus. Rejoignez la cohorte de nos abonnés sociétaires et donateurs. Au sommaire, ah, que la guerre est jolie, c'est ce que se dit Emmanuel Macron qui se réjouit d'exister à nouveau dans un contexte où les choses se passaient plutôt à Matignon. La guerre en France, c'est l'affaire du président de la République. Macron tient donc le micro, parle, tape comme un sourd sur Poutine, mais ménage Trump assez subtilement. Et si finalement ces deux hommes, Trump et Macron, se ressemblaient en réalité, Niels a joué non pas au jeu des sept terreurs, mais des sept ressemblances. Placer les copains encore et toujours, l'ancienne ministre macroniste Sarah El Haïry est nommée haut commissaire à l'enfance après avoir eu un Marocain dans le même domaine. Selon Niels, cette nomination est la preuve que notre gouvernement ne se soucie guère en réalité de l'enfance en souffrance. Il nous expliquera pourquoi. Salut Niels. Salut Théo, salut à tous. Alors, on l'avait quitté en pleine déprime. Emmanuel Macron est en nouveau en pleine forme, Niels. Oui, ça y est, hein, fini les petits jeux politiciens après la dissolution, les déjeuners laborieux avec les députés macronistes fâchés pour tenter de se rabibocher, ou encore les tête-à-tête assassins avec Bayrou. Macron is back sur la scène internationale. Alors c'est bien simple, hein, notre président, on le voit partout sur les écrans et dans la presse, hein, depuis les tensions internationales qui se sont réveillées avec l'arrivée de Trump au pouvoir de manière effective. Et il est ravi, il a enfin réussi à refaire la une de l'actu, il en est très fier. C'est ce que me confiait un conseiller de l'exécutif pour préparer cette émission et qui m'a raconté aussi que le président regardait les articles les plus flatteurs. D'ailleurs, il y a un sondage qui est paru opportunément, hein, cette semaine, c'est la cote de confiance d'Emmanuel Macron qui progresse de 6 points pour s'établir à 27%. On partait de loin quand même, hein, aux alentours voilà, de 20, 25, 26%. Et donc, pour la première fois depuis décembre 2023, la courbe est repartie à la hausse. C'était un sondage mensuel Toluna Harris Interactive pour LCI. Alors, c'est un regain de popularité, tu vas me dire, qui est lié probablement à la guerre en Ukraine, et c'est vrai. Mais c'est surtout que ce n'est pas une première, hein, pour ce président. Déjà, lors du déclenchement de l'invasion russe, on rappelle que c'était en février 2022. Il en avait profité pendant plusieurs semaines, hein, dans les études d'opinion. C'était comme on appelle ça, un véritable effet drapeau, avec une campagne présidentielle qui était écrasée par ce thème et un président candidat qui avait largement surplombé ses rivaux. Bis repetita, cette fois-ci, effectivement, l'histoire se répète. Alors, ça plane pour notre président. Il se pose en sauveur de l'Europe. Mais pour toi, Niels, en réalité, il ressemble plus à Donald Trump, le traître, entre guillemets, l'allié de Poutine, le diable, que ce que l'on pourrait penser. Oui, alors je vais évidemment pas faire de procès en trahison à Emmanuel Macron vis-à-vis de Poutine ou de la Chine ou d'une autre nation, disons, hostile à la France ou à l'Europe. Mais mon propos, c'est plutôt de dire qu'on a coutume effectivement d'opposer Trump et Macron, avec d'un côté bah, le businessman un peu vulgaire, ou enfin voire très vulgaire d'ailleurs, avec des propos qui sont racistes contre les étrangers, qui sont climato-sceptiques, hein, voilà, contre tout ce qui peut effectivement être lutte contre le réchauffement climatique, lutte contre la science. On l'a vu aussi avec la manière dont ils traitent les scientifiques aux États-Unis, la lutte contre les fonctionnaires aussi, hein, au sein de l'État. Et c'est vrai que on oppose souvent Trump à Macron, qui lui serait un esprit européen éclairé, soucieux de dialogue des cultures. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente, Emmanuel Macron, à l'étranger. Et c'est souvent comme ça qu'il est perçu aussi par les médias
outre-Atlantique. Mais quand on réfléchit aux politiques qui sont menées au niveau national, on est quand même frappé par certaines similitudes entre ces deux dirigeants. Je pense par exemple au démantèlement de l'État, hein. C'est l'une des mesures choc de Trump, hein. C'était de placer des personnes qui lui sont totalement fidèles à la tête des agences fédérales. Alors on a vu évidemment la nomination d'Elon Musk, hein, ce milliardaire totalement converti aux idées trumpistes et qui tient un rôle de conseiller spécial auprès du président américain nouvellement élu. Mais il y a aussi les complotistes Kash Patel, hein, qui a été nommé au FBI, ou alors encore Robert Kennedy Jr., le ministre de la Santé américain, qui est un anti-vax notoire, hein, même s'il a commencé à changer de discours, hein, face au début d'épidémie de rougeole aux États-Unis. Bon, mais en France, l'une des premières décisions de Macron en 2017, on a tendance à l'oublier, ça a été quand même de changer pratiquement, enfin, tous les directeurs d'administration centrale. Alors on rappelle, hein, les administrations centrales, c'est des directions en fait dans les ministères. Chaque ministère a sa propre organisation évidemment, mais à chaque fois il y a des directeurs centraux en fait qui sont chargés de préparer, de mettre en œuvre les politiques à l'échelle nationale. Et d'ailleurs à l'époque, Macron s'est attiré des critiques, hein, pour ces recrutements qu'il faisait de lui-même, puisqu'on avait appris dans un article, dans une enquête du Monde, qu'il procédait lui-même au recrutement des nouveaux directeurs d'administration. Et donc les oppositions avaient critiqué ces choix à l'époque. Regardez cet échange entre les sénateurs et Amélie de Montchalin, qui était ministre de la Transformation et de la Fonction publique de France, donc à l'époque. Sur le spoil system, monsieur le sénateur, d'abord, je récuse ce terme parce que c'est la vision d'un monde administratif, vous avez parlé de modèle à la française, qui n'est pas le nôtre. Nous ne demandons pas dans notre pays à quiconque de savoir quelle est sa couleur politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un statut, c'est pour ça qu'on parle d'impartialité, de neutralité. Ce qui est certain, c'est que nous cherchons, et je crois que c'est plutôt sain pour la République, que ceux qui sont chargés de mettre en œuvre une politique soient loyaux à ceux qui représentent le gouvernement démocratiquement élu qui propose cette politique. Donc la France ne pratiquerait pas le spoil system, hein, selon la ministre. Le spoil system, c'est ce fameux système aux États-Unis où effectivement les fonctionnaires fédéraux peuvent être changés en fonction quand une nouvelle administration arrive au pouvoir. Alors évidemment, on va me dire, Macron n'a pas été le seul président à changer des directeurs centraux, à faire effectivement à recruter des nouveaux fonctionnaires. C'est vrai que Sarkozy et Hollande ont fait de même. Même Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir en 1981, il y avait des hauts fonctionnaires qui étaient gaullistes depuis un quart de siècle au sommet de l'État. Évidemment, il a fallu en changer pour impulser des nouvelles politiques. Mais Macron est quand même allé plus loin que n'importe quel autre président de la cinquième en supprimant les grands corps d'État, comme celui du Quai d'Orsay, des préfets ou encore en supprimant l'ENA. Et donc, il y a toute cette petite musique, hein, entonnée par la Macronie depuis 2017 pour démolir la haute fonction publique. À l'époque, on entendait le porte-parole du gouvernement, le malheureux Benjamin Griveaux, s'en prendre à une administration, selon lui, trop parisienne, hors sol. Alors bon, ça peut faire sourire quand même, parce que la Macronie, les plus fidèles de Macron à l'époque, les plus fidèles macronistes étaient quand même issus de la haute bourgeoisie, étaient tous extrêmement parisiens, n'étaient pas forcément des représentants politiques les plus connectés, disons, aux Français. Et Macron, lui, n'a pas hésité d'ailleurs à user de l'expression État profond, le deep state, hein. C'était en 2019, face aux réticences des diplomates du Quai d'Orsay d'appliquer sa politique. Et en 2024, le président a appelé à nouveau 700 hauts fonctionnaires à simplifier au plus vite l'action publique et à être au rendez-vous sur le terrain des engagements pris par l'exécutif. Et à la fin, il avait lâché, à la fin, c'est Bibi qui paye face aux Français. Sous-entendu, vous n'avancez pas à la même vitesse que moi, et c'est moi qui me fais critiquer sur le terrain. Et tu vois, le président fait comme s'il était empêché de gouverner sans frein par sa propre administration. Et en 2024, là on est en 2024, hein, et c'est pourtant difficile de leur faire ce type de reproche à ces hauts fonctionnaires, puisqu'il les a lui-même nommés à son arrivée au pouvoir en 2017. Et puis, comme Trump, finalement, Emmanuel Macron n'a pas hésité à faire nommer des personnes qui étaient soit proches de lui, soit très enclins à appliquer sa politique de manière zélée. On pense à Guillaume Kasbarian sous le gouvernement Barnier, qui s'est affirmé comme un soutien de Trump, hein. Il a aussi déclaré qu'il voulait débureaucratiser à tous les étages. Regardez. Oui, nous devons débureaucratiser à tous les étages.
C'est pourquoi j'ai travaillé sans faiblir sur le projet de loi de simplification de la vie économique, initialement porté par Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, voté il y a quelques semaines au Sénat et prêt à être renforcé à l'Assemblée nationale. Là encore, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, il existe une majorité solide pour le voter, si tant est que l'on ait envie de réformer, et que l'on parle à tous les groupes, et je dis bien tous les groupes représentés démocratiquement à l'Assemblée nationale. Voilà, et c'est le même Kasbarian qui avait félicité Musk dès l'élection de Trump, alors que le milliardaire démantèle l'administration américaine à la tronçonneuse. Il y a aussi la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, on en a largement parlé dans cette émission les semaines passées, qui fait scandale tout simplement parce qu'il s'agit d'un proche et que dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027, c'est lui notamment qui va prendre des décisions sur l'organisation du scrutin, mais aussi sur des décisions aussi importantes sur l'inéligibilité de Marine Le Pen, l'inéligibilité potentielle à l'issue de son procès, de la décision, enfin du jugement qui va être rendu à son procès pour les emplois fictifs au Parlement européen. Donc voilà, on parle beaucoup effectivement du démantèlement de l'État en ce moment aux États-Unis, mais Emmanuel Macron a appliqué des méthodes choc, lui aussi, envers la haute fonction publique et la fonction publique en France. Alors, Niels en parle beaucoup des propos outranciers de Donald Trump qui ne sauraient pas se tenir. Mais Emmanuel Macron n'est pas en reste à ce petit jeu-là. Oui, hein, c'est pas le dernier effectivement à sortir des phrases qui sont assez gratinées. On en a largement parlé sur le média et dans cette émission des Indiscrets. Macron a en effet tenu des propos racistes et homophobes tout au long de ses mandats depuis 2017, comme lors de la campagne législative. Eh bien, écoutez, ça fait déjà un an. Souvenez-vous de ce qu'il disait en 2024, par exemple, sur le changement de sexe en mairie. Encore une fois, moi j'ai confiance dans l'intelligence des Françaises et des Français. Et ils voient bien quelles sont les offres. Le Rassemblement national et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. C'est 100 milliards par an. Ils proposent de nationaliser les autoroutes, de revenir sur la réforme des retraites. C'est dès cette année 15 milliards qu'il faut trouver. Ils proposent de faire des IRAS gratis sur l'énergie. Moi, j'ai pas fait de fausses promesses en français. J'ai compris, fait les choses dures que je m'étais engagé à faire. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple échanger de sexe en mairie. Bon. Ou encore de toutes ces remarques racistes florilèges. Monsieur Macron, vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Mais depuis l'âge de 16 ans, je travaille, monsieur. Parce que nos concitoyens, parce que vous, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cabre, on résiste. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et c'est aussi un président, Théo, qui s'affirme par la force. On l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes, avec la répression qui a frappé les manifestants à sa politique, ou lors de la réforme des retraites, par exemple. Et puis on décrit souvent Donald Trump comme vivant dans un monde parallèle, un monde blanc, hétérocentré, américano-centré, etc. On pourrait dire la même chose finalement de la Macronie. La Macronie ne reconnaît jamais d'erreur, ne pratique pas l'introspection. Regardez Clément Beaune, par exemple, ancien ministre, lui-même homosexuel, déclaré, il est tout à fait out, et il n'a pas un mot sur les révélations du Monde qui relatait l'ambiance homophobe à l'Élysée. C'était une enquête qui avait fait grand bruit. Regardez sur BFM, c'était en décembre 2024. J'ai travaillé en cabinet ministériel et comme ministre 10 ans avec lui déjà. Je le dis avec beaucoup de solennité parce que c'est important. On peut avoir des désaccords politiques avec le président de la République. Jamais je ne l'ai entendu tenir un propos de nature sexiste, homophobe ou raciste. Et son entourage. Jamais. Et son entourage. Mais je ne sais pas de qui on parle. parle. Parce que le Monde, à travers cette enquête, a montré qu'il y a un double visage du président. Non, je veux dire, l'entourage a été conseiller du président de la République. C'est un métier très difficile, très important. Je ne commente pas l'entourage. L'entourage, il n'existe pas. Ce sont des conseillers. Non, mais... Voilà, la Macronie, jamais responsable, jamais coupable. Et regardez hier, qui est finalement revenu en grâce après s'être fâché avec Emmanuel Macron. Eh bien, Clément Beaune, dit donc, qui est nommé à la tête d'un nouveau haut commissariat qui va fusionner avec France Stratégie.
dit, c'est le Parisien qui nous a appris ça et également le Figaro. Et donc Clément Beaune est nommé haut commissaire désormais sur une structure qui va regrouper 120 personnes avec un très beau budget quand même de 17 millions d'euros annuels en pleine période de disette budgétaire, c'est quand même pas mal. En plus, les agences d'État sont contestées en ce moment pour leur nombre qui serait pléthorique et leur utilité éventuelle. Mais Clément Beaune promet un plan de rigueur tout en concédant qu'il sera rémunéré, contrairement à Bayrou qui n'était pas rémunéré au commissariat au plan. Et alors, j'en parlais évidemment avec des macronistes, des élus, des cadres du parti, en tout cas ceux qui restent. L'un d'eux me disait, mais c'est vraiment le recasage des losers. Et c'est vrai que il y a quand même, voilà, il y a quand même des interrogations autour de cette nomination, hein. Justement, des interrogations et même des critiques. Oui, avec cette réponse qu'on m'a faite, puisque j'ai posé la question à un proche d'Emmanuel Macron, le président n'en a rien à foutre. Voilà, c'est ce que me confie cette source de l'exécutif à la veille de cette émission. Au moins, ça a le mérite de la clarté, Théo. Alors, on pourrait continuer le jeu des ressemblances entre Trump et Macron. Par exemple, on reproche souvent à Donald Trump son entourage sulfureux. Bon, dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est pas mal non plus, parce qu'en fait, on pense évidemment à Benalla, on pense à Mimi Marchand. On rappelle que Benalla, il a été condamné pour violence volontaire en réunion et immixtion dans la fonction de policier. Il a aussi été condamné pour avoir frauduleusement usé de ses passeports diplomatiques après son licenciement de l'Élysée. Il a aussi fabriqué de faux documents pour obtenir un passeport de service, hein. C'est un passeport qui permet de passer, disons, de manière plus, avec des facilités dans les aéroports, aux douanes. Et puis, il a aussi porté illégalement une arme en 2017. Et puis alors, Mimi Marchand, c'est pas beaucoup mieux, hein. La reine de la presse People, elle affiche un casier judiciaire long comme le bras, elle a déjà fait de la prison, et elle sera à nouveau jugée en mai pour tentative d'extorsion sur l'animatrice Karine Lemarchand, ce qui n'empêche pas Brigitte Macron de continuer à lui envoyer des SMS selon mes informations. On peut également évoquer, Niels, le mépris d'Emmanuel Macron pour les syndicats et les corps intermédiaires. Oui, alors Macron, paradoxalement, Macron qui a une image de président des riches, voilà, de président qui est complètement déconnecté, qui vit un peu dans un monde parallèle. Paradoxalement, ce président veut se passer des corps intermédiaires, des syndicats et prétend avoir un lien personnel direct avec les Français. En 2023, notamment en pleine réforme des retraites, hein, les Français étaient dans la rue, les trois quarts des Français étaient contre cette réforme des retraites. Eh bien, le président refuse de rencontrer les syndicats, mais profite des 75 ans de pif gadget pour répondre au magazine. Regardez, c'était lunaire, même pour BFM, une chaîne qu'on ne peut pas franchement accuser d'être anti-gouvernementale. Depuis le 10 janvier, depuis la présentation de la réforme des retraites, les internautes sont donc surpris, c'est peu de le dire, de ce choix éditorial. Hier, on nous disait que l'Élysée cherchait, je cite, une idée de génie pour sortir de cette crise par le haut. Et ce matin, bim, la voilà, hein, interview par 15 petits lecteurs de pif. Voilà, et donc c'est dans ce magazine et pas au syndicat que le président exprime sa frustration quand les choses ne vont pas assez vite. Et puis, comme Donald Trump, Macron a tissé un réseau avec les plus importants patrons du pays. Regardez comment Bernard Arnault l'a soutenu malgré ses errements, même s'il a été très fâché par la dissolution, on l'avait raconté dans cette émission. Brigitte Macron continue de jouer les femmes sandwich pour LVMH, hein, ce qui provoque d'ailleurs des critiques souvent en interne à l'Élysée, en tout cas auprès des anciennes équipes, ces anciens conseillers qui répétaient toujours qu'elle pourrait porter autre chose que Dior ou Vuitton. Mais il n'y a plus de voix dissonantes à l'Élysée depuis la dissolution. C'est comme à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Et à ce sujet, d'ailleurs, regardez qui était hier à Washington dans le bureau ovale. Rodolphe Saadé, rien de moins, l'homme d'affaires propriétaire de CMA-CGM, homme de presse. Il possède notamment la Tribune du Dimanche. Il a racheté la Provence et il a aussi racheté BFM. Voilà un énorme contrat, un investissement, une annonce d'investissement à 20 milliards de dollars aux États-Unis. Et puis il a serré la pince de Donald Trump. Donald Trump, grand sourire aux lèvres, ça n'arrive pas si souvent. Or, Rodolphe Saadé, c'est aussi un grand pro-Macron, loué par le président, un grand renfort de communication. C'est une entreprise, hein, CMA-CGM, qui aide à consolider la souveraineté nationale
Avoir un transporteur pareil, c'est stratégique pour notre pays, qui a la deuxième façade maritime mondiale. Cette maîtrise des mers nous définit comme puissance mondiale. C'est ce qu'affirmait Macron, notamment à Challenge. Bref, comme Trump, là encore, Emmanuel Macron assume totalement ses liens incestueux avec le grand patronat, sans contrepartie d'ailleurs pour le bien public, hein, puisque dans le cas de CMA-CGM, il y a une optimisation fiscale effrénée qui est pratiquée malgré les 1 milliard d'euros d'argent public déversé dans les caisses pendant le Covid. Alors, j'aimerais quand même ajouter que les deux présidents se caractérisent par leur rejet de la science. En tout cas, si Donald Trump rejette la science en bloc, notamment ce qui pousse les scientifiques à organiser une mobilisation ce vendredi où nous tournons, Emmanuel Macron et son administration rejettent les sciences sociales et même l'histoire avec toutes les accusations en wokisme, en islamo-gauchisme. Et on voit que le fond de l'air en France, bah, c'est Jean-Michel Apathy qui est suspendu sur RTL pour avoir dit ce qui est dans les livres d'histoire. C'est un peu finalement l'ambiance en France également. Et d'ailleurs, pour en revenir à Jean-Michel Apathy, on notera que l'ARCOM a été saisi de signalements et l'ARCOM a décidé d'ouvrir une enquête. Elle n'est pas obligée de le faire hein, après les signalements, mais elle a quand même ouvert une enquête. Alors, j'en discutais avec Jean-Michel Apathy parce que je lui ai envoyé un petit message pour l'assurer de mon soutien confraternel. Et Jean-Michel Apathy me disait, bah, c'est très bien et je me tiens à la disposition de l'ARCOM pour leur donner une petite leçon d'histoire. Et d'ailleurs, comme il l'a déclaré lui-même cette semaine, aucun historien n'a remis en cause la véracité de ses propos sur RTL. On parlait de Clément Beaune. Niels, une autre nomination qui fait beaucoup jaser, c'est le retour d'une autre revenante. Et oui, les abonnés s'en souviennent peut-être, hein, c'est Sarah El Lahiri, c'est notre fameuse Madame SNU du précédent gouvernement, puis la Madame Biodiversité. Alors on la connaît pour ses gaffes hein, télévisuelles. L'ex-ministre a été choisi pour prendre la tête du tout nouveau Haut Commissariat à l'enfance. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole du gouvernement Sophie Primas le 5 mars. Et donc il y a un décret qui a été présenté au Conseil des ministres cette semaine qui entérine sa désignation. Alors elle va siéger à côté de la ministre des Familles, hein, Catherine Vautrin. Alors, cette nomination, elle intervient dans un climat quand même assez sombre, hein, puisqu'il y a eu des vives critiques déjà d'associations concernant l'absence d'un ministère dédié à l'enfance dans le gouvernement Bayrou. Mais il y a aussi l'affaire de Betaram, hein, qui empoisonne véritablement le gouvernement et notamment François Bayrou, qui est désormais cité en première ligne. Mais c'est vrai qu'on se souvient surtout, comme je le disais, de Sarah Haïry pour cette jolie séquence à l'Assemblée. Regardez. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, nous n'irons jamais. Voilà, donc c'est quand même une nomination qui fait débat, même si on ne va pas jeter l'eau propre avec le bébé dans le bain. Certes, elle a occupé ce poste, hein, enfance, jeunesse, famille, pendant quelques mois dans le gouvernement Attal, et elle avait aussi défendu le projet de service national universel, le fameux SNU, qui est détesté par une majorité de lycéens et leurs parents, mais qui a été imposé malgré tous ces errements. Et elle était à ce moment-là secrétaire d'État à la jeunesse du gouvernement Borne. Mais enfin, elle est surtout nommée, et c'est bien le problème, parce que c'est une proche de Bayrou. C'est ce que m'expliquait un ancien conseiller au sein de l'ancienne majorité présidentielle. Et en pleine affaire Betaram, c'est vrai que on aurait préféré une nomination moins proche du Premier ministre. C'est ce que m'explique une source macroniste. On rappelle désormais que François Bayrou est visé directement par une plainte directe pour non-dénonciation de crimes et délits. Début février, Mediapart avait révélé hein, comment le Premier ministre a cherché à protéger l'établissement catholique de Betaram, qui est désormais ciblé par plus de 150 plaintes pour violences physiques et sexuelles commises sur d'anciens élèves. Malgré les témoignages qui s'accumulent contre lui, François Bayrou nie toujours avoir été alerté de ce scandale. Problème, Sarah El Haïry se définit elle-même comme une bébé Bayrou, c'est ce qu'elle déclarait, alors sans le mauvais jeu de mots évidemment, mais c'est ce qu'elle déclarait au point lors d'un portrait qui lui a été consacré par l'hebdomadaire. Et lors de son passage à la jeunesse de juillet 2020 à juillet 2023, elle s'était fait remarquer moins pour sa protection de l'enfance que pour ses prises de position clivantes sur ces thèmes de prédilection comme la lutte contre le wokisme plutôt que la lutte contre l'extrême droite. Regardez, c'était sur France 5.
moi, ce qui m'effraie, encore plus que Zemmour, c'est les discours intersectionnels du moment. C'est les discours... Plus que Zemmour. Oui, oui. Alors, on imagine que les associations de protection de l'enfance ne sont pas contentes du tout, Niels. Elles sont partagées en fait, hein. Évidemment, il y a une volonté aussi de ne pas se fâcher avec la nouvelle responsable de ces questions au gouvernement, mais elles sont pas franchement vent debout contre cette nomination, mais elles sont méfiantes, ces associations. Et puis surtout, pour le moment, Sarah El Haïry ne s'est pas une seule fois exprimée sur Betaram, alors qu'il s'agit quand même probablement du plus grand scandale de violence contre des enfants en France. Je ne sais pas, de la Cinquième République, et puis quelle va être sa marge de manœuvre en fait, parce qu'un haut commissariat, c'est pas un ministère de plein exercice. Et d'ailleurs, j'en parlais avec un député de gauche pour préparer cette émission qui m'expliquait que effectivement, un haut commissaire a moins de pouvoir qu'un ministre. Est-ce que Sarah El Haïry pourra remporter des arbitrages à Bercy ou au ministère de la Justice, par exemple, puisque ce sont des questions transverses, hein, les questions de protection de l'enfance. Il n'est pas du tout sûr que ce soit le cas. Et puis, elle est reliée directement à Matignon en tant que haut-commissaire. Les hauts-commissaires dépendent toujours du Premier ministre. Donc, bon, sur une affaire comme Betaram, on imagine que sa marge de manœuvre et puis surtout sa liberté d'expression sera fortement limitée. Et donc, c'est une nomination qui est quand même assez troublante dans ce contexte. Ben merci Niels et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email. Si vous nous regardez à la télé, partagez cette vidéo, mettez des petits pouces bleus, des petits pouces en haut et faites passer le message du canal 165 de la Freebox et de notre présence sur Molotov autour de vous. Si vous le pouvez, bien entendu, sautez le pas, devenez sociétaire, abonné ou donateur du média en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias.